chers amis followers de la SLIX, de la chaîne YouTube et du site internet. Bienvenue dans votre 24e numéro de l'émission Roundup. Agibou, bonjour. Bonjour cher Rokia, bonjour chers amis followers du site laslix.fr et de la chaîne YouTube du site éponyme. Merci pour les soutiens et merci pour les feedbacks que vous nous faites par rapport au Roundup. Alors, au menu de ce numéro de Roundup, il y a de la politique avec l'installation de la cellule Diamagun 3e mandat à Paris et qui a réuni tous les partis politiques de l'opposition présents en France. À l'initiative du camarade Aboubakr Benjeloun, qui vient d'effectuer un séjour à Dakar et qui a mis à profit ce séjour-là pour rencontrer un certain nombre de personnalités importantes de la société civile et des partis de l'opposition, dont les précurseurs de cette initiative citoyenne dénommée Diamagun 3e mandat. Il a jugé nécessaire de faire un partage d'informations avec la communauté de la diaspora installée à Paris. Et dans la foulée, il a envoyé une convocation à l'ensemble des forces vives. Il n'y avait pas que les partis politiques. Moi-même, j'y étais présent en ma qualité de personne indépendante, en qualité de citoyen tout court. Et nous avons convenu de mettre en place une cellule ou une section, c'est selon, de Diamagun 3e mandat au niveau de la France. Et ça a été un succès éclatant dans la mesure où tous les partis politiques ont fait ce projet et ont mandaté des représentants qui seront amenés à travailler avec nous, soit dans le comité de coordination, soit dans le comité de veille, qui tient compte de la représentativité de toutes les sensibilités intellectuelles et politiques qui sont, en tout cas, engagées dans cette lutte pour la sensibilisation de la communauté internationale, notamment l'opinion française et l'opinion de l'Union européenne. Et donc, c'est avec ce volontaire-là ou ce volontariat-là, justement, que nous allons aller porter la bonne parole là où ça doit se faire. S'il faut aller au Parlement européen et saisir les parlementaires européens, quelle que soit par ailleurs leur appartenance politique, et qui s'intéressent aux questions de la coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, notamment le Sénégal, à leur porter la bonne parole quant à la dangerosité et le péril que la volonté exprimée, en tout cas inavouée pour le moment, mais qui sera sans doute au plus tard au mois d'août, assumée au grand jour, consistant à briguer un 3e mandat, est un danger qui met en péril l'équilibre socio-économique et socio-politique d'une société déjà très éprouvée au regard de son histoire politique et de son processus de maturation démocratique et au regard de la situation économique et sociale. Et enfin, il y a un risque de déflagration compte tenu des menaces qui, comme nous l'avions dit lors de notre dernière émission, qui gravitent autour du Sahel et qui met en jeu des acteurs extérieurs puissants et qui sont aux prises d'une lutte du commandement de l'ordre mondial. Donc, c'est cela, en fait, l'état d'esprit, en tout cas en ce qui me concerne, qui nous anime, et je pense que c'est un état d'esprit qui est partagé avec les camarades, avec quelques nuances prépées. Aboubakr Benjeloun a été désigné coordonnateur, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Il a eu, on va dire, l'élégance et la générosité militante d'aller chercher l'information et de venir la partager avec nous. Et
Nous lui connaissons toute sa disponibilité et son engagement sans faille dès lors qu'il s'engage pour une cause. Et il sera assisté de 5 adjointes. Donc, c'est dire combien nous sommes progressistes et les féministes sont très bien servis. Donc, il y a Abou Bakr à Benjeloun, assisté de 5 adjointes pour assurer la coordination. Et ces adjointes-là, en fait, ont été mandatées par leur parti politique, à savoir Gamsa Bop, le PASTEF, Tahaou Sénégal, les frondeurs du parti Bok Gizgis, j'ai du mal à qu'ils m'excusent, qu'ils me pardonnent pour ce péché, mais j'ai du mal à retenir leur nom. Donc, et la société civile de manière globale. Donc, aux côtés de cette structure de coordination, existe maintenant le comité de veille où tous les responsables des partis politiques et des personnalités indépendantes sont cooptés pour justement servir peut-être de chambre haute pour délibérer de ce qui a été décidé par les coordinateurs en termes de validation ou d'invalidation des propositions qui émaneront de leur conclave. Oui, mais dans l'immédiat, concrètement, quels sont les actes que vous avez posés? Déjà, il faudrait que la coordination se réunisse et nous propose un plan d'action. Et au niveau du comité de veille, je pense que nous apprécierons de la pertinence. Mais c'est sûr que nous allons accélérer la cadence pour reprendre la formule de Mimi Touré, puisque l'heure est grave et nous sommes un peu hâtés par le temps. Et je pense que sans plus tarder, à partir du mois prochain, il y aura un agenda qui sera arrêté et nous ferons en tout cas, comment je pourrais le dire, la propagande au sens positif du terme auprès de toutes les communautés de diaspora, de l'ECON déjà, notre circonscription électorale. Et nous serons ouverts à toutes les autres offres qui pourraient émaner de quelque partie que cela puisse provenir du planisphère. Il faut en tout cas, c'est une lutte, même si elle a une connotation politique, mais qui est avant tout citoyenne. Il est question aujourd'hui de faire respecter notre constitution, de veiller à ce que nul ne puisse exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et Macky Sall tombe sous l'empire de cette loi. C'est pas parce que il peut se gargariser de réalisations fantasques relevant d'éléphants blancs et de projets pharaoniques qui ont grévé déjà la dette extérieure, le déficit intérieur et entraîné tout un cortège de malheurs en termes de malaise social et économique. Et donc, nous battrons avec les moyens qui sont les nôtres, de manière à ce que toutes les forces extérieures, que ce soit les multinationales ou le complexe militaro-industriel ou les lobbies économiques de quelque obédience qu'ils puissent être, qui puissent trouver intérêt à soutenir cette candidature, nous verrons en face d'eux et nous leur opposerons les arguments à la fois juridiques, politiques, sociaux et géopolitiques qui militent en défaveur de cette candidature de trop. Donc voilà, en gros, le chantier qui nous attend et sur lequel il va sans dire que nous allons nous déployer corps et âme, l'arme et sueur pour véritablement arriver à bout de cet objectif. C'est pas la peine que je demande si ce cadre a un statut juridique. Non, c'est une structure ad hoc, voilà, qui est composée de partis politiques et de mouvements citoyens. Donc, qui a juste une finalité qui est celle d'arriver à faire renoncer au président Macky Sall à son ambition démesurée et folle de vouloir briguer un 3e mandat. Donc, c'est un comité ad hoc, c'est le statut juridique qu'on puisse coller à cette initiative-là. Donc, une fois que nous aurons eu gain de cause, cette structure n'aura plus sa raison d'être.
Nous restons toujours avec la politique au Sénégal pour parler de la déclaration de Déthié Fall. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, c'est pas une surprise et c'est un non-événement, si je puis dire. Nous voyons que depuis le lendemain des législatives, c'est Ousmane Sonko lui-même qui a ouvert le bal des candidatures au sein de Yewwi Askan Wi. Et nous voyons ces derniers jours Khalifa Sall se déployer sur le terrain, effectuer des tournées à la rencontre des militants parce qu'il souhaiterait reconstituer la base de sa famille affective, à savoir la famille socialiste, qui est très mal en point euh, dans le sens où c'est un parti qui s'est dissous dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais qui ravale beaucoup de couleuvres et qui est plus ou moins piqué dans son orgueil et par la tentation aujourd'hui de la fronde. Khalifa Sall a pressenti ça, je pense, et enfin un politicien, il est en train de créer les conditions de leur retour au bercail, ou en tout cas de la grande retrouvaille des socialistes. Et donc, cette initiative-là est implicitement ou peut-être même explicitement témoigne d'une volonté, d'une candidature en 2024, nonobstant les obstacles juridiques auxquels il devrait faire face, qu'il devrait lever pour véritablement rendre effective sa candidature. Le parti pur a tenu un congrès, mais bon, il n'en est pas sorti grand-chose, à part de démontrer leur force de mobilisation et leur présence sur le terrain. Et donc, Déthié Fall, aujourd'hui, entre dans la danse, ça me semble logique et cohérent, compte tenu d'ailleurs de la charte qui préside à la création de cette coalition, puisque cette coalition-là, en fait, a été créée pour aller à la conquête des collectivités territoriales et de l'Assemblée nationale, pour que ensuite donner le loisir à tout un chacun parmi les chefs de parti fondateurs de cette coalition, s'il en éprouve le besoin, de se présenter aux élections présidentielles. Donc, Déthié Fall, ben, déclarer sa candidature maintenant me semble même assez tardif comparativement à ses collègues leaders de la conférence des présidents de Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi, quand même, est une coalition un peu bizarre, dans le sens où euh, il cherchait à imposer une coalition à Macky Sall. Bon, le peuple souverain mandant leur a donné quand même une force représentative au sein de l'Assemblée nationale. Mais en mon sens, ils n'ont pas eu la bonne lecture philosophique qu'il fallait tirer de ce message du peuple. C'était que le dialogue ne devrait plus maintenant se poser au niveau des rues et des plateaux télé où nous avions été servis en abondance d'invectives et de paroles discourtoises. Et que maintenant, il fallait démontrer au sein de la représentation nationale de leur capacité à travailler en dépit des différences. Parce que c'est ça, en fait, la démocratie. C'est accepter la différence et transcender celle-ci dans l'objectif de mettre tout ça au service de la nation. Malheureusement, dès les abords de l'installation de cette Assemblée nationale, nous avons vu que ça a viré en eau de boudin et que le dialogue a d'emblée été rompu. Et donc, ça renvoie maintenant individuellement aux composantes de cette coalition-là à maintenant gesticuler et s'agiter pour avoir maintenant la possibilité peut-être de faire cavalier seul et espérer ramasser le pouvoir par terre dans la mesure où il est entendu que Macky Sall devrait passer sur les cadavres des Sénégalais s'il voudrait obtenir un troisième mandat. Donc c'est une coalition qui aurait pu faire valoir sa plus-value intellectuelle et politique
à travers le mandat qui leur a été conféré par le mandant. Malheureusement, les affaires politiciennes et politico-politiciennes ont pris le dessus sur les impératifs de l'heure. Donc, oui, c'est une coalition qui est plus ou moins mornée par l'inanité intellectuelle de ceux-là qui l'ont accouché. En fait, Déthié Fall est sous le coup d'une condamnation. Est-ce que ceci n'est pas un obstacle justement pour sa participation à une quelconque élection au Sénégal? Oui, c'est ce que certains analystes disent. Donc, il a été écopé d'une condamnation en étant député, il faut le rappeler d'une manière quand même, ça c'était une violation de la loi, puisque c'était quelqu'un qui était en pleine session et il n'y avait pas de flagrant délit, puisqu'il a été cueilli manu militari au siège de son parti et chemin faisant, il a été attrait à la barre et condamné à une peine de 6 mois avec sursis pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation interdite. Et au regard de la loi électorale, notamment ces articles 29 et 30, les, toute personne qui fait l'objet d'une condamnation de 6 mois avec sursis, assortie, je pense, d'une condamnation pécuniaire supérieure ou égale à 200 000, perd ses droits civiques. Et puisque, voilà, quand on perd ses droits civiques, on n'est plus électeur et donc pas éligible au regard de l'article 30 du Code électoral, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc c'est un problème juridique qui se pose à lui. Maintenant, il a des avocats et puis en dernier ressort, comme on dit, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider de qui participera ou pas à ces élections-là. Mais il y a fort à craindre au regard du jeu de chaises musicales qui a été orchestré par Macky Sall dernièrement au niveau de la magistrature avec les dernières nominations et les changements de poste de magistrat, bon, que certains voudraient associer à une sorte de soldatesque, à la soldatesque judiciaire à la solde de Macky Sall pour servir ses desseins funestes. Bon, tout ça, ça reste de la suspicion et de la spéculation, mais quand même qui vaut son pesant d'or aussi au regard du caractère déloyal de Macky Sall et de sa propension à utiliser la justice comme une arme politique contre ses adversaires. Pour ce dernier sujet du Roundup, nous allons parler de la sortie du président tunisien qui, ce 21 février 2003, s'en est pris violemment aux subsahariens lors de la tenue du Conseil de sécurité nationale. Il a ainsi prôné des mesures urgentes contre l'immigration clandestine dans son pays, affirmant que la présence des migrants africains subsahariens était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, et qu'il fallait mettre fin à l'arrivée des hordes de migrants clandestins, et qu'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle est en cours pour changer la composition démographique de la Tunisie. Ça fait réagir beaucoup de monde. Quelle lecture en fais-tu? Oui, c'est vrai que le président Saïd nous a gratifié de boniment en stigmatisant ses frères africains avec un discours feutré de racisme et qui témoigne de sa méconnaissance de l'histoire et de l'histoire même de son propre pays, puisque le dépeuplement de Tunis a été fait par le mouvement arabo-musulman qui est venu juste après l'apparition de l'islam. Mais la Tunisie était noire. Hannibal qui a fait trembler l'Empire romain me semble provenir de Carthage, Tunisie. Donc le remplacement a été fait par le peuple arabo-musulman, déjà d'une. Et deuxièmement, ces propos sont infondés, puisque statistiquement démentis d'une certaine manière. L'Agence nationale des statistiques tunisienne du moins, dit qu'en 2021, au dernier recensement, autant pour moi,
il s'agirait de 21 000 migrants sur une population de 12 millions. Alors qu'à la même période, il y a eu 18 000 Tunisiens qui ont demandé le statut de réfugié politique en Italie sur les 32 000 demandes. Donc, on fait le rapport, qui va vers un remplacement de qui? Si ce n'est sa propre population, dont il peine à donner satisfaction depuis qu'il a été élu en 2019. C'est un monsieur qui est venu sur la base d'une bonne foi qu'il tient de sa réputation en tant que président de l'association des constitutionnalistes. Les gens peut-être pensaient que avec un technocrate de son envergure, la Tunisie retrouverait la stabilité institutionnelle et le dynamisme économique qu'il avait connu jadis. Mais au lieu de cela, nous avons vu qu'il a eu maille à partir avec la magistrature. Il en a viré une bonne partie. Il a dissous le plus grand parti représentatif de la Tunisie, à savoir l'Ennahda. Donc, c'est un tyran qui voudrait usufruiter du pouvoir, en jouir, parce qu'incapable de dresser des perspectives d'essor économique et social, et donc qui embouche la même trompette que les fascistes et l'extrême droite européenne qui accable l'immigration et qui fait porter à l'immigration tous les péchés d'Israël et qui justifierait par là même la situation de crise économique et sociale que connaissent leurs pays. D'autant que il faut se souvenir que depuis 2007, la question migratoire devient une grande problématique entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Quand Sarkozy a pris sur lui de créer l'Union pour la Méditerranée, en convoquant tous les pays qui partageaient le bassin méditerranéen, je pense excepté Kadhafi, mais Kadhafi aura eu, lui, sa visite attitrée, personnalisée, qui aurait d'ailleurs créé toute une polémique ici en France, on s'en souvient. Mais l'objectif de cette organisation pour Sarkozy, c'était de faire des pays du Maghreb un centre de rétention pour les populations immigrées d'Europe qui seraient en situation de clandestinité ou d'illégalité. Malheureusement, cette union de la Méditerranée n'a pas pu prospérer, quand bien même nous avons vu que Kadhafi avait été embarqué dans cette aventure-là et que c'était à partir de la Libye que les centres de rétention avaient déjà été établis, qui seront plus tard, après la Révolution, transformés en commerce d'esclaves, puisque c'est là-bas que tous les candidats à l'exil migratoire ont été retenus et réduits en servage et vendus au vu et au su de tout le monde. Donc, c'est dans cet état d'esprit, c'est ce que ça traduit. Et les Maghrébins, aujourd'hui, sont en train, de manière très allègre, de glisser vers une pente dangereuse qui voudrait qu'ils se distinguent de leurs frères africains. Parce que c'est pas parce qu'ils sont arabes qu'ils ne sont pas africains. Ils sont dans le continent. Nous partageons une continuité territoriale. Donc, il ferait mieux de retrouver leur esprit. Et j'ai vu même que le président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mahatma Moussa, a demandé à ce que les Tunisiens revoient leur copie. Mais moi, je pense que ce n'est pas des sanctions suffisantes. Il faut les disqualifier des instances représentatives de l'Union africaine, tant que de telles conduites ou de tels écarts langagiers sont constatés de la part des dirigeants à l'égard de leurs frères africains. Et que dire des entorses aux droits de l'homme par rapport à de pareilles décisions de la part du président tunisien? C'est d'autant paradoxal que c'est un expert constitutionnaliste qui se permet ces légèretés. C'est dire comment la politique politicienne peut transformer un doute agneau en un monstre. C'est vrai que cette déclaration a été faite au mépris des droits de l'homme et même des chartes qui lient la Tunisie avec ses pays frères de l'Afrique, notamment la charte de l'Union africaine ou de l'OUA, son ancêtre en 1963. Il y a
une liberté d'aller et de venir qui est garantie par toutes les chartes d'ailleurs internationales et les conventions qui sont garanties pour les personnes et les biens. Les gens ont liberté de se mouvoir, d'aller et de venir là où ils peuvent retrouver leur bonheur. Et ça, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais comme je le disais, c'est un politicien qui est en mal d'inspiration et qui se retrouve groggy avec un pouvoir euh, hypertrophique dont il ne sait pas quoi en faire à part satisfaire ses lubies de despotes et de potentats impuissants. Voilà, chers amis followers de la Slick, c'était tout pour ce round-up numéro 24. Agibou, je te redonne la parole pour les mots de la fin. Oui, merci de soutenir le round-up hebdomadaire pour une revue de l'actualité. Merci des retours que vous nous faites. Vous voyez qu'on essaie d'en tenir compte et continuez à partager les vidéos. Invitez vos amis à s'abonner sur la chaîne lastelix.fr et sur la chaîne YouTube. Nous avons des objectifs en termes d'abonnés pour pouvoir mais véritablement diversifier l'offre. Donc, cela ne tient qu'à vous. Hâtez-vous. Il suffit juste de mettre le pouce sur la cloche et ce sera d'une aide inestimée et inestimable. Merci pour votre geste.